Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Ravi de vous retrouver donc à l'émission Le Micro du Soir pour de nouveaux échanges avec des personnalités francophones très diverses. Et pour cette première émission de la rentrée, j'ai invité Elena Pacea, qui est experte technique internationale dans le domaine de la coopération universitaire à Expertise France, détachée auprès du Collège juridique franco-roumain d'études européennes, où elle exerce la fonction de secrétaire générale, et enseignante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi qu'à l'Université de Bucarest. Elena Pacea, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci également cette rentrée pour vous, pour tout le monde. En préparant cette émission, vous me disiez que votre véritable domaine d'expertise était le droit au sein de l'UE et notamment l'intégration des États, l'intégration européenne. Évidemment, nous allons en parler. Mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le point sur ce qu'est Expertise France. Puis après, on parlera aussi un peu du collège juridique. Mais d'abord, c'est quoi Expertise France ? Expertise France, c'est l'agence publique française de coopération technique, une agence interministérielle qui agit sous la double tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l'Économie, des Finances et de Relance, qui est une filiale de l'Agence française de développement. Ce qui est important pour l'Expertise France, comme je disais, c'est la coopération technique, donc qui est un instrument par lequel la France répond aux demandes de ses partenaires et conçoit et met en place des projets internationaux dans des domaines très variés, économiques, sanitaires, gouvernance, justement pour aider ces pays à construire des politiques publiques durables et de répondre aux objectifs de développement durable. D'accord. Et en tant que secrétaire général, c'est bien ça, hein? Ah non, c'est au conseil, pardon, excusez-moi, c'est au collège juridique que vous êtes exercez la fonction de secrétaire général. Mais vous, pour revenir à Expertise France, vous, de quoi vous occupez-vous exactement ? Pour moi, c'est la coopération universitaire, sachant que l'objectif d'enseignement de qualité est un objectif très important parmi les objectifs de développement durable. Et donc, je participe au développement de la coopération universitaire dans le domaine du droit, qui est aussi un domaine extrêmement important parce que c'est par le droit qu'on construit des politiques stables, correctes, de bonne gouvernance et durables. Et donc, je participe au sein du collège juridique à la coordination de ce pôle d'excellence dont nous allons parler et de la gouvernance, donc du développement du collège juridique. D'accord. Et en ce qui concerne la coopération universitaire Expertise France, c'est entre la France et la Roumanie ou pas Absolument, c'est entre la France et la Roumanie principalement, parce que le collège juridique est le fruit d'un partenariat entre l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Université de Bucarest, qui a été créée en 1995 et qui a bénéficié du soutien indispensable de l'ambassade de France en Roumanie et de l'Institut français de Roumanie, et qui a été appuyée tout au long de son existence par un consortium d'universités françaises, auquel l'Université du Luxembourg, donc voilà une université qui n'est pas française mais qui est francophone, s'est associée en tant que partenaire depuis 2020. Et je tiens à préciser que nous avons depuis 2 ans notamment un partenariat de plus en plus fort avec l'Université d'État de Moldavie, qui est aussi une université très francophone. On va en parler de la République de Moldavie un petit peu plus tard. Donc, si je comprends bien, il y a, voilà, en fait, quelque part, le collège juridique est intégré à Expertise France, c'est ça ? Le collège juridique, en fait, par le fait qu'il y a un expert technique international qui est détaché, représente un projet d'Expertise France. Comme je disais, des projets internationaux qui participent à la construction de politiques publiques durables. Parce que les étudiants du collège juridique suivent en parallèle le diplôme de licence en droit de l'Université Paris 1 et de l'Université de Bucarest.
Et l'accent dans le cadre des enseignements est mis sur le droit de l'Union européenne, sachant que Expertise France, justement, travaille en lien étroit avec l'Union européenne aussi, et avec les objectifs de l'Union européenne. Alors, dans ce collège juridique, il y a combien d'élèves? Ce sont des promotions de combien d'élèves à peu près? Chaque année, on accueille environ 300 étudiants. Dans le cadre de nos formations qui sont complètes, licence, master, doctorat et postdoctorat. Comme je disais, les étudiants suivent un double diplôme en licence. Ils sont inscrits à la fois à l'Université de Bucarest et à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, mais tout le cursus est délocalisé à Bucarest. Donc, il y a des enseignants français des universités membres du consortium qui viennent à Bucarest pour enseigner des cours de droit en français. Les élèves ne se déplacent pas à Non, Paris. ils ne se déplacent pas, sauf pour certains qui reçoivent des bourses, soit pour les stages, soit pour suivre des études, notamment de master en 5e année. Je tiens quand même à préciser qu'il y a une différence entre la licence de droit en Roumanie et en France, dans le sens où la licence de droit en Roumanie dure 4 ans, alors que celle française dure 3 ans. Et donc nos étudiants, après avoir fini les 3 ans de licence, dans le cadre de la formation proposée par Paris 1, continuent avec la 4e année de licence à l'Université de Bucarest et en parallèle, ils suivent la première année de master. Parce qu'en France, il y a... C'est un peu chargé, ça, comme programme, non? Oui, les étudiants sont courageux. Bon, moi-même, je suis une ancienne étudiante du collège juridique, donc voilà. Oui. Donc la 4e année, c'est à la fois première année de master et terminer la licence. Mais étant donné que... D'accord. Et est-ce que vous ne diriez pas que c'est une formalité de terminer cette 4e année de licence en droit roumain? Non, pas du tout. Non, c'est une année qui est très importante parce que l'objectif de nos étudiants est justement d'avoir la double licence, un droit roumain et un droit français. Et puis pour intégrer les différentes carrières juridiques, notamment celles qu'on peut appeler classiques, comme la carrière d'avocat, de magistrat, il faut, avec la licence en droit roumain, c'est ce qui est recommandé parce qu'ils passent des sujets de droit roumain, donc procédure civile roumaine, procédure pénale roumaine. Donc, c'est important de finir la licence roumaine aussi pour ensuite, s'ils souhaitent, et la plupart, bien évidemment, restent en Roumanie et suivent des carrières de magistrats, d'avocats, doivent passer des examens d'entrée au barreau ou à l'Institut national de la magistrature. La plupart restent en Roumanie? La plupart restent en Roumanie. Et ils se dirigent plutôt vers droit civil, droit pénal, droit des affaires. Est-ce que vous avez un peu un pourcentage par rapport à ça? Tous les domaines sont pris par nos étudiants et sont importants et offrent des perspectives très intéressantes. Droit des affaires, effectivement, c'est, disons, très à la mode. Donc une majorité se dirige vers le droit des affaires? Droit des affaires, tout à fait. On peut dire une majorité d'entre eux? Absolument. Surtout ceux qui souhaitent avoir une carrière d'avocat. Et puis, je tiens à préciser, comme la formation, elle est spécialisée au collège juridique sur le droit européen, dans le sens où il y a des disciplines nombreuses et riches dans le domaine du droit de l'Union européenne. Nos étudiants sont très bien formés pour pouvoir intégrer des carrières au sein des institutions de l'Union européenne. Donc, il y a un nombre important d'étudiants du collège juridique qui vont ensuite intégrer les carrières au sein des institutions de l'Union européenne, mais aussi dans différentes organisations internationales, Conseil de l'Europe. Il y a aussi des étudiants qui sont actuellement à la Cour pénale internationale. Et je tiens à souligner aussi que M. Bogdan Aurescu, qui est actuellement juge à la Cour internationale de justice, est un ancien étudiant du collège juridique. C'est une grande fierté. D'accord. Alors, venons-en à l'intégration européenne. Comme je le disais, votre spécialité. Récemment, des négociations d'adhésion ont commencé pour la République de Moldavie et l'Ukraine. Et à terme, une intégration a lieu. Concerne également plusieurs pays des Balkans, mais vous me le disiez hors antenne, elle est plutôt lente. Pour rappel, la dernière adhésion d'un pays des Balkans fut celle de la Croatie. C'est ce que vous me rappeliez d'ailleurs. C'est celle de la Croatie en Absolument. 2013. 2013, donc, dernière intégration. Quelles sont
de façon générale, les points communs à tous ces pays et ce qui les différencie dans leur intégration. Vous me disiez que pour les Balkans occidentaux, à cause de ce qu'ils ont vécu, notamment la guerre en Yougoslavie, c'est un processus qui est différent. Mais dans les grandes lignes, comment vous différenciez les modèles d'intégration, les négociations d'intégration pour tous ces pays? Donc absolument, je vais commencer par rappeler que le dernier État qui a adhéré à l'Union européenne est la Croatie en 2013. Depuis plus de 10 ans, donc on n'a plus de nouvelle adhésion. Et si on pense au processus d'adhésion, donc il s'est passé effectivement par étapes. Étapes marquées par certains contextes historiques, politiques. Au début, tout à fait, c'était notamment l'Europe occidentale. Il y a eu là aussi des lenteurs ou des problématiques, si on pense notamment à l'adhésion du Royaume-Uni et les oppositions exprimées par la France. Le Royaume-Uni, effectivement, a intégré l'Union européenne. On sait très bien qu'entre-temps, il l'a quittée aussi. Et puis, on peut penser à la Grèce, au Portugal, à l'Espagne aussi, qui, au moment où ils se sont libérés des régimes totalitaires, ils ont pu intégrer l'Union européenne en 1981 pour la Grèce, en 1986 pour l'Espagne et le Portugal. Et puis, un moment extrêmement important est effectivement le début des années 1990, chute du mur de Berlin, et puis il y a aussi la chute des régimes totalitaires, mais aussi la guerre en ex-Yougoslavie, effectivement. Et donc, d'autres pays ils ont intégré l'Union européenne et une intégration qu'on considère comme étant historique est celle de 2004, où il y a eu 10 pays qui ont intégré l'Union, des pays de l'Europe centrale et de l'Est, et puis la Roumanie et la Bulgarie qui les ont rejoints en 2007. La question des Balkans occidentaux, pour revenir à cette question, commence au début des années 2000, surtout en 2003, quand à la suite d'un conseil à Thessalonique, il y a eu une stratégie justement pour l'intégration des Balkans. Mais ce qui est commun aux pays des Balkans et qui est différent par rapport à tous les autres pays, c'est la question de la stabilité dans cette région, qui a été posée sur la table justement dès le début des années 2000. Et une obligation très importante pour ces pays a été de coopérer avec l'ancien tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Justement parce que la question non seulement de la stabilité, mais aussi la question de rendre justice pour les crimes de guerre et contre l'humanité, qui sont les crimes les plus graves qui se sont passés au début des années 1990. Tout cela ne pouvait pas rester inaperçues et non résolues. Et les condamnations sont-elles terminées d'ailleurs Effectivement, il y a eu des condamnations au niveau du tribunal pénal international, donc qui a été une juridiction internationale ad hoc, créée justement pour juger ces crimes. Mais ce qui a été important, c'est que les juridictions nationales fassent de leur côté des procès à l'encontre notamment des criminels qui étaient considérés comme moins importants. Et ça, c'est toujours en cours? Les questions ont été réglées. Il y a certaines questions qui n'ont pas été rendues, donc la justice n'a pas été rendue comme cela était demandé. Donc, pour répondre de manière concrète, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'existe plus. Il y a eu des mécanismes qui ont été créés avec la coopération de l'Union européenne pour aider ces pays à faire justice eux-mêmes. Et donc, effectivement, il y a des questions qui n'ont pas été rendues comme il aurait fallu et qui a créé une lenteur dans l'adhésion de ces pays-là, puisque c'est une question qui n'est pas réglée, une question spécifique pour cette région-là. Puis il y a la question du Kosovo aussi. Il y a la question du Kosovo, effectivement, une indépendance qui n'est pas reconnue par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et ce qui a justement créé une barrière à la Serbie aussi, parce que la Serbie ne reconnaît pas cette indépendance. Et donc, les questions de voisinage sont
très importante pour l'Union européenne et pour pouvoir créer une union d'intégration qui est l'Union européenne. Donc, ce n'est qu'au moment où ces questions-là seront réglées entre le Kosovo et la Serbie que l'adhésion pourra, le processus d'adhésion pourra continuer. Les négociations pourront continuer. Et en ce qui concerne un pays, par exemple, comme le Monténégro, la Macédoine du Nord, pourquoi ne pas l'intégrer ou les intégrer avant les autres si les choses se passent bien? C'est une très bonne question, un très bon exemple, parce que justement, dans le cas de la Macédoine du Nord, il y a aussi une situation avec la Bulgarie. La Bulgarie, État membre, souhaite que la Macédoine du Nord intègre dans sa constitution la protection de la minorité bulgare. Cette question peut être très facilement résolue, peut-être politiquement, on sait que c'est compliqué, dans le cadre du traité d'adhésion, parce que les questions de voisinage sont toujours réglées avant l'adhésion. La question du voisinage, des relations de voisinage pacifique étant cruciale pour l'Union européenne et pour l'intégration de l'Union européenne. Et donc, il y aura une solution, mais voilà un autre aspect qui a peut ralentir le processus d'adhésion pour un pays. Et sachant aussi qu'il y a parfois des associations d'États faites par les États membres, la candidature de la Macédoine du Nord étant associée à celle de l'Albanie. Et ça ralentit l'Albanie aussi, alors que ce n'est pas une question qui concerne l'Albanie. Et voilà, la question de l'adhésion peut être à géométrie variable en fonction de problèmes spécifiques, ponctuels pour certains pays. Et évidemment, en ce qui concerne l'Ukraine et la République de Moldavie, on peut dire que c'est le contexte actuel qui fait que, d'un côté, ça a amené à une accélération de la candidature, et puis de notre côté, elle est toujours freinée précisément parce qu'on est dans un état de conflit. Donc jusqu'à ce que le conflit ne soit pas réglé, j'imagine que évidemment les négociations ne pourront pas aller très loin. Non? Absolument. On est assez, c'est assez clair. Alors revenons à la République de Moldavie. Qui va d'ailleurs célébrer l'élection présidentielle à la fin de cette année. Je sais que vous connaissez bien ce pays. Quelle est votre actualité en République de Moldavie? Qu'est-ce que vous y faites? Comme je précisais tout à l'heure, avec la République de Moldavie, nous avons un partenariat de plus en plus riche de coopération, puisque l'Université d'État de Moldavie a une filière francophone de droit et le collège juridique accueille des étudiants de cette filière-là, de temps en temps, au sein de CTD, au sein de ses cours, pour des conférences. Un partenariat de plus en plus riche également avec l'école doctorale de droit de l'Université d'État de Moldavie, dans le cadre d'un événement que le collège juridique accueille, qu'il organise chaque année. Et les cours sont en roumain ou en France Les cours auxquels assistent ces étudiants sont les cours donnés en français, justement parce qu'ils assistent pour voir la spécificité des cours donnés par les enseignants français. Donc les étudiants moldaves écoutent les cours en français? Absolument. Ce sont des étudiants parfaitement francophones qui maîtrisent très bien le français. Il y en a combien à peu près? Cette filière accueille en totalité environ 40 étudiants. Et justement, l'idée, c'est de la développer, d'essayer d'accueillir de plus en plus d'étudiants. Parce que les étudiants de la filière moldave suivent des cours en français donnés par les enseignants de l'Université d'État de Moldavie, soit en roumain, soit en français, et puis ils font l'effort à la maison aussi de traduire certains cours ou certains TD. Mais le fait est que quand ils passent des examens, comme l'examen de barreau, l'examen de la magistrature, ils passent ces examens en roumain. Et donc la difficulté pour eux, c'est de faire des efforts supplémentaires pour étudier en français, mais ensuite passer des examens en roumain. Et donc l'idée, c'est de leur montrer quand même l'intérêt de faire des efforts et d'étudier le droit en français, et notamment de suivre des cours de droit français, par exemple, ou de droit de l'Union européenne, parce que comme la Moldavie, elle est candidate officielle, et même les négociations d'adhésion ont commencé avec l'Union européenne,
il est important de former des juristes moldaves, justement, pour qu'ils puissent intégrer les institutions européennes bientôt. Et ça, je suppose qu'ils le comprennent bien, que le Absolument. Le français... Et il présente... il est relativement... Enfin, il ne sera pas aussi bon, excellent que le vôtre, mais leur français est bon, quand même, relativement bon. Oui, je trouve que c'est un français... ils ont un très bon niveau de français. Et ce sont des étudiants extrêmement brillants. Appliqués. Et appliqués, tout à fait. Très bien. Alors, revenons à cette intégration européenne. Hors antenne, vous me rappeliez qu'un pays du Caucase, comme la Géorgie, était donc candidat officiel à l'adhésion depuis décembre 2023. Malheureusement, il n'a pas, comme la République de Moldavie et l'Ukraine, engagé les processus de négociation. Et c'est vrai que ça, en ce moment, avec ce qui se passe en Géorgie, comme on le sait, la situation politique et sociale, c'est un petit peu fermé, on va dire ça comme ça. Et donc, même si le pays est candidat officiel, les négociations n'ont pas démarré. Mais vous me disiez donc que sa qualité d'État européen, en tout cas, ne fait aucun doute. Et à Bruxelles, c'est un État qui est européen. Il est c'est le Caucase, la Géorgie, c'est après donc c'est de l'autre côté de la mer Noire, quand on est à Bucarest. Et personnellement, je m'y suis rendu à 2 reprises et j'ai véritablement senti l'Europe là-bas. Quand vous êtes, notamment, je connais que Tbilissi, mais c'est un pays, je dirais, foncièrement européen. Et pas seulement parce que ils boivent du bon vin et on y mange très bien. Et ce sont vraiment des gens qu'on sent emplis d'Europe, on va dire ça comme ça. Mais alors moi, quand j'étais là-bas, je me posais la question, mais où l'Europe s'arrête-t-elle à l'Est? Si Bruxelles considère la Géorgie, et elle a tout à fait raison, comme un pays donc, du Caucase faisant partie de l'Union européenne, vous, comment vous l'envisagez, comment vous envisagez ces nouveaux élargissements à l'Est? C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, la Géorgie est considérée géographiquement comme un pays européen, vu qu'il est déjà candidat officiel pour adhérer à l'Union européenne. Et l'une des conditions pour être membre de l'Union européenne est celle géographique d'être un pays européen. Par ailleurs, le Maroc, c'est pour cela que sa candidature a été rejetée aux années 1980. C'était l'absence de qualité européenne. Pour moi, le plus important, ce sont les standards, le respect de certains standards que je vais appeler européens, qui ont été créés en Europe, concernant des standards concernant l'état de droit, la démocratie, là, le pays les droits fondamentaux. Récemment. Ils se sont éloignés. Mais l'idée de donner des perspectives à ces États, même s'ils sont plus loin de l'Europe qu'on connaît, telle qu'on connaît, Europe occidentale, centrale et de l'Est, s'ils arrivent à atteindre ces standards, pourquoi pas ne pas les considérer comme étant européens et ne pas se tenir trop fort à cette condition géographique. La Turquie aussi, elle est candidate. Bon, malheureusement, les négociations ont été stoppées en raison de la diminution du respect de ces standards européens, et c'est le Conseil même qui a dit que les négociations étaient au point mort en 2019. Mais la Turquie essaye depuis longtemps d'adhérer à l'Union européenne. Et voilà, la qualité, non plus pour la Turquie, alors que géographiquement, moi, par exemple, je me rappelle les leçons de géographie que j'ai étudiées quand j'étais à l'école. La Turquie, on nous disait qu'il y avait une partie en Europe, une partie en Asie. Russie, pareil, une partie en Europe, une partie en Asie. Mais il n'y avait pas une délimitation très claire. Et en fait, il y avait des opinions divergentes sur cette délimitation claire de la frontière entre l'Europe et l'Asie. Et aujourd'hui, cette délimitation, est-ce que un peu plus au nord, l'Europe s'arrête à l'Oural, ou est-ce qu'à Bruxelles, on a déjà prédélimité
est-ce qu'on a déjà défini la frontière à l'Est, ou alors est-ce que ça va changer avec le contexte historique et politique. En fait, la géographie est liée aux politiques, c'est ce que vous dites. Absolument. Je pense que c'est aussi la question géopolitique qui... Mais est-ce qu'on imagine une Europe qui intègre éventuellement l'Azerbaïdjan, pourquoi pas à un moment donné? C'est éventuellement pour... Ouais. À mon sens, pourquoi pas? Mais encore une fois, à condition de respecter ces standards. Et ce qu'on voit avec les élargissements et l'intégration dont on a discuté, de plus en plus, on commence à faire, dans la doctrine en tout cas, une différence entre l'élargissement et l'approfondissement. Dans le sens où élargissement, certes, l'idée de... pousser les frontières de l'Union européenne, mais l'approfondissement, c'est le respect des standards, le respect des critères, des conditions qui ont été imposées aux États membres au moment où ils ont adhéré. Et il ne faut pas baisser ces standards. C'est ça ce qui est le plus important. Et l'Europe a plusieurs vitesses dont on n'entend plus trop parler, je trouve, c'est-à-dire une Europe qui... enfin, ça, c'est plutôt en termes d'intégration. Parce que ma question était plutôt la suivante. Est-ce qu'on peut envisager une Union européenne avec des États qui sont de catégorie 1, des États de catégorie 2 et des États de catégorie 3? Est-ce que c'est envisageable? Je pense que c'est envisageable. Il y a des propositions dans ce sens. Moi, je ne suis pas tout à fait favorable, mais en même temps, il faut certainement continuer à élargir l'Union européenne. Il faut continuer à bâtir cette construction d'intégration. Et je pense que c'est plutôt inévitable. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas le même pouvoir économique, la même stabilité politique. Mais il faut quand même les aider à s'intégrer. Et c'est pour cela que moi, je plaide plutôt pour une coopération de plus en plus forte et une implication de plus en plus importante de la part des États membres pour aider ces pays à lever leurs standards et à s'aligner aux standards européens. Et d'un autre côté, vous voyez comment les tendances nationalistes sont de plus en plus fortes en Europe. Récemment, l'Allemagne durcit ses contrôles aux frontières, mais pas simplement ses contrôles aux frontières à l'Est, mais aussi à l'Ouest. Et ça, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes une défenseuse de l'intégration européenne, qui êtes très pro-européenne? Est-ce que je suppose que ça vous attriste? Ça m'attriste, mais en même temps, j'ai toute confiance dans les institutions des États membres et dans les institutions européennes. Et des solutions sont possibles pour justement continuer l'intégration, la solidarité et continuer à bâtir cette construction, cette union d'ensemble, comme elle a été appelée au début. Pour vous, les critères, donc vous avez parlé surtout des critères politiques, hein, la démocratie, une démocratie forte dans chacun de ces pays est nécessaire. Il y a des critères aussi culturels, d'ordre religieux également, qui doivent être pris en compte. L'Union européenne, elle est fondée sur la diversité. La diversité, justement, de toutes ces valeurs qui doivent être mises en commun, et il faut savoir vivre avec toutes ces valeurs en commun. Donc, les critères culturels sont des critères qui demandent justement d'apprendre la tolérance et le respect de toutes les cultures. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, bon, ça va être une question dont on n'avait pas parlé, qu'on n'avait pas préparé, mais comment vous voyez éventuellement le rapport futur avec la Russie? Là aussi, c'est à la fois l'inquiétude, c'est à la fois la confiance, l'optimisme que ce conflit, à un moment donné, sera résolu. Je ne sais pas comment, j'attends quand même que les spécialistes se prononcent, mais je garde quand même ma confiance qu'à un moment donné, ce conflit, bien évidemment, sera résolu. Et on verra ce qu'on fera avec la Russie à partir de ce moment-là. Un dernier mot, vous me disiez que, pour revenir à votre actualité, qu'en octobre, vous allez célébrer la journée du droit, hein, c'est ça?
c'est sa deuxième édition. Donc, c'est un événement qui est... Le 4 octobre, c'est ça? En principe, c'est le 4 octobre, mais en fait, des événements sont organisés tout au long du mois d'octobre dans les réseaux diplomatiques de la France. Et l'idée, c'est justement de célébrer le droit et les valeurs juridiques, notamment du droit continental et l'importance des valeurs du droit continental à travers le monde par des événements comme des conférences, des débats sur des questions d'actualité qui nous tiennent à cœur et qui nécessitent justement d'avoir une discussion entre des parties, entre des spécialistes et non spécialistes. Donc, non seulement avec, entre les juristes, mais aussi avec notamment les élèves, les étudiants, pour développer et diffuser cette connaissance du droit et les valeurs juridiques. Parce qu'un principe très important, c'est celui de nul n'est censé ignorer la loi. Et pour appliquer ce principe, en fait, il faut aussi diffuser le droit. Une dernière petite question, Elena Paccia, vous êtes encore très jeune et vous êtes déjà responsable de pas mal de choses, vous enseignez. À terme, est-ce que vous avez un objectif particulier, un projet, ou alors vous voulez continuer dans vos activités, vous ne réfléchissez pas trop à des objectifs à atteindre? Je crois que je vais commencer par dire qu'effectivement, je ne réfléchis pas trop. Non, je plaisante. L'idée, c'est que pour l'instant, pour moi, la carrière universitaire est très importante. Et pour avoir une carrière universitaire, il faut avoir soutenu une thèse. Donc, l'enseignement vous plaît? Absolument. Et j'aimerais bien avoir une carrière universitaire institutionnalisée. J'ai donc, après avoir soutenu ma thèse, que j'ai soutenue en co-tutelle aux universités Paris 1 et Bucarest, j'ai été qualifiée à la fonction de maître de conférence en France. Et cette année, je vais passer le concours d'agrégation pour être professeur agrégé de droit public en France. D'accord. C'est un beau projet, un bel objectif. Ça sera quand est-ce que ça commence en novembre, le 13 novembre pour moi. Et, le concours? C'est un concours, tout à fait. Donc, il faut le réussir. Ouais. Donc, vous vous êtes préparé ces derniers mois Effectivement, il y a une préparation en cours qui commence par la thèse, bon, même avec les études de droit, mais après, c'est la thèse, c'est la qualification, ce sont les enseignements, c'est la recherche, ce sont les projets de recherche aussi. Il faut publier, il faut participer à des conférences, il faut organiser des conférences. D'accord. Mais ce n'est pas une agrégation comme d'autres agrégations qui demandent 1 ou 2 années d'études à rester chez soi et à travailler. Malheureusement, on n'a pas le temps parce qu'il est très important d'enseigner et d'avoir des activités en parallèle. D'accord, c'est ça qui compte. C'est pris en compte dans l'agrégation, d'accord. Absolument. Ça aussi, en fait. Mais effectivement, la préparation et les... Donc, ce n'est pas des années de préparation en bibliothèque, l'agrégation de droit. Ça pourrait être l'idéal, mais en fait, on n'a pas le temps. Parce que c'est une activité très complexe et c'est une activité qui est demandée justement pour l'agrégation. Les enseignements, la recherche. Et donc, ce n'est pas juste la préparation du concours en soi, mais aussi la préparation des autres activités quotidiennes qui s'inscrivent dans la carrière universitaire qu'on souhaite avoir en passant le concours d'agrégation. D'accord. Moi, je suis très confiant. Vous allez l'avoir, cette agrégation. Merci beaucoup, Elena Paccia, d'avoir été avec nous et de nous avoir précisé et rappelé des dates importantes, des événements importants concernant l'intégration européenne et les actualités. Il est bon de s'en rappeler et toujours de promouvoir ce beau processus d'intégration européenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Elena Paccia. Merci également pour l'invitation. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour cette première émission. Et alors, nous sommes en septembre. Je sais que c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu dur cette rentrée, mais ne vous inquiétez pas, bientôt arrivera le mois d'octobre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end et à bientôt. Au revoir.